Je voudrais tout d'abord remercier justement Clément et Alexandre de m'avoir invité à ce séminaire pour parler de la décroissance, parce que la décroissance est un mot en fait qui fait peur. Je dirais qu'il y a une connotation extrêmement négative. Et ça va être l'occasion justement de montrer qu'il n'en est pas ainsi. En effet, le mot, enfin la décroissance a un certain nombre de justifications, je dirais, sur un plan économique, et cela pour deux raisons. D'une part, maintenant, ça fait environ une cinquantaine d'années qu'on critique par certains côtés la croissance, d'abord dans son mode de calcul, dans ses interprétations, mais surtout pour les conséquences qu'elle a sur l'environnement naturel. Je ferai simplement référence au rapport du Club de Rome qui date de 1972. Donc, déjà, cela, puisqu'on critique la croissance, on peut penser que la décroissance aurait une raison d'être. Deuxièmement, conscient qu'il y avait un problème avec la croissance, beaucoup de gens ont réfléchi à la question et on est arrivé à la notion de croissance verte en pensant que la solution passait par la croissance verte. La croissance verte, c'est quoi? C'est un découplage, c'est que d'un côté, on continuera à avoir de la croissance, mais de l'autre, on aurait un environnement naturel qui serait beaucoup moins perturbé par cette activité économique. En gros, on aurait le beurre et l'argent du beurre. Le problème, c'est que ce fameux découplage, il a trouvé des limites et des auteurs comme Jean Gadret ou Tim Jackson ont montré qu'au mieux, ce découplage était relatif. On aura l'occasion de revenir dessus. Voilà. Mais malgré ces constats, la décroissance, ça reste quelque chose qui est mal perçu. On ne voit pas très bien ce que c'est. C'est une nébuleuse, en quelque sorte, cette décroissance. Et donc, finalement, actuellement, on a beaucoup de mal à expliquer ce qu'est la décroissance. Alors, je voudrais en montrer les conséquences en prenant un exemple d'actualité. Actuellement, on est bien placé pour le savoir là. Nous avons la crise sanitaire avec toutes les contraintes qu'elle entraîne. Mais bon, plus ou moins, les gens l'acceptent parce qu'ils voient très bien derrière qu'il y a des risques évidents. En matière environnementale, les choses sont différentes. Effectivement, on voit bien la banquise qui est en train de fondre, les glaciers aussi, etc. On se dit, ah, c'est grave, mais on ne change absolument rien à nos habitudes et implicitement, on travaille, on raisonne comme si tout ça, c'était pour plus tard et qu'il n'y avait aucune urgence. Ce qui veut dire que si l'État qui intervient dans la crise sanitaire intervenait de la même manière dans une crise écologique majeure, on aurait effectivement des réactions très vives et l'État serait obligé de dialoguer. Et alors, si on parle de dialogue pour l'État, je crois que là, il y a une chose très simple. Le dialogue, ça suppose qu'on dispose d'informations. Et c'est là que la comptabilité intervient parce que la comptabilité, elle donne des informations. Et voilà pourquoi, donc, on peut parler de comptabilité au service de la décroissance. Mais avant donc d'entrer dans le vif du sujet, de parler de la comptabilité, je voudrais déjà, donc, dans une première partie, parler un peu de la décroissance, puisque, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui reste assez flou pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc, première partie, je vais parler de la décroissance. Deuxième partie, donc, on parlera comptabilité. Donc, tout d'abord, la décroissance, il faut bien voir que ce n'est pas quelque chose donc, qui est totalement nouveau. Finalement, économiquement, on vit tout le temps avec de la décroissance. Simplement, actuellement, la décroissance, c'est considéré comme une espèce de maladie que d'ailleurs on sait soigner, maladie normale comme dans la vie humaine, de temps en temps on a des petites maladies et puis on les soigne et puis on continue sa vie. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Bien tout simplement parce que quand on y regarde bien, la décroissance, on va la trouver d'abord si on se place sur un plan macroéconomique comme dans les cycles
économique que finalement, on avait des cycles, des baisses de cycles, des phases descendantes des cycles économiques et qui peuvent aboutir à des récessions. Et donc, qui dit récession, dit finalement décroissance. Bien, les progrès de la recherche en économie, de l'expérience qu'ont pu avoir les politiques, font que maintenant, en général, on évite, on a très très rarement des vraies récessions, des vraies décroissances. On sait soigner en quelque sorte cette décroissance. Et comment est-ce qu'on la soigne? Eh bien, il y a des politiques monétaires appropriées. Il y a également de la fiscalité, des déficits budgétaires, etc. Et sauf des cas exceptionnels, soit des cas géographiques, par exemple dans certains pays, on peut avoir des récessions extrêmement profondes, souvent pour des raisons politiques, en dehors des faits de guerre, et puis sauf aussi des cas exceptionnels, comme le cas actuel que nous avons avec la crise du coronavirus. Bien, sur le plan microéconomique, nous nous retrouvons avec la même chose, c'est-à-dire que sur le plan microéconomique, nous avons la fameuse destruction créatrice de Schumpeter qui peut expliciter cela. C'est-à-dire la destruction, je rappelle, la destruction créatrice de Schumpeter, c'est quoi? C'est le fait qu'un produit nouveau, issu de l'innovation, issu de la recherche, va prendre de l'essor sur un marché et rendre obsolète un certain nombre d'autres produits. Donc les entreprises qui justement produisaient ces produits qui deviennent obsolètes vont devoir faire de la reconversion, vont éventuellement se retrouver en faillite et vont faire de toute façon de la décroissance. Bien. Mais là aussi, finalement, on a une solution, on a un remède. Le remède, c'est que justement, c'est la destruction créatrice elle-même. D'ailleurs, plutôt que de destruction créatrice, je préférerais qu'on parle de création destructrice. En effet, quand on y regarde bien, c'est d'abord un nouveau produit qui est créé et qui va entraîner la disparition de l'autre. Donc, on peut supposer, quand les choses ne vont pas trop mal, que les gens qui vont se retrouver au chômage dans les entreprises en décroissance, eh bien, vont être réemployés dans les entreprises qui sont en pleine croissance. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas de souci. En quelque sorte, la décroissance, c'est quelque chose qui existe. C'est une petite maladie, mais bon, avec laquelle on sait vivre et qu'on arrive à peu près donc à enrayer et à soigner. Alors, cette vision de la décroissance, en fait, elle est remise en cause, en quelque sorte, quand on commence à parler justement des critiques qui sont faites à propos de la croissance. Alors, à propos de la croissance, il y a finalement deux critiques qui sont faites et qui amènent à penser qu'on pourrait effectivement réfléchir à la décroissance et peut-être plutôt que de parler d'une croissance subie, d'une croissance considérée comme une sorte de maladie, on pourrait au contraire considérer la décroissance volontaire, la décroissance comme un remède. C'est l'inverse qu'on pourrait avoir comme argument. Alors, les principaux arguments donc, en faveur d'une certaine décroissance, tout d'abord, c'est au niveau de la critique générale de la croissance, on pense par exemple à René Passé, qui a bien montré dans son livre L'économique et le vivant que la sphère économique, finalement, est une sphère qui est intégrée dans une sphère beaucoup plus globale qui est la biosphère, c'est-à-dire avec tous nos éléments, notamment l'environnement naturel. Et que si on n'est pas capable finalement d'avoir des relations avec l'extérieur, avec notre environnement naturel, d'avoir des relations correctes, normales, eh bien, ça va être la catastrophe et on va s'appauvrir. Et l'autre limite, comme je l'avais dit un tout petit peu donc, dans l'introduction, c'est la croissance verte. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc la croissance verte, en fait, se traduit donc par
Alors là, excusez-moi parce que je n'ai pas les bas qui apparaissent et donc je voudrais faire une citation. Donc, les limites de la croissance verte, donc, c'est que le fameux découplage dont on parle, qui pourrait être une solution, eh bien, n'existe pas. Et à ce propos, donc, je vais citer justement Jean Gadret, qui disait, depuis les années 1970, l'intensité de CO2 du PIB mondial, donc intensité qui mesure les émissions par unité de PIB, a diminué d'un bon 40%, mais comme le PIB mondial a été multiplié par plus de 3 en volume, les émissions ont été multipliées par 1,9. Donc ça, c'est une citation de Jean Gadret dans son livre Adieu à la croissance, donc qui montre finalement les limites de cette croissance verte. Alors, ces deux éléments, donc, incitent à dire réfléchissons, parlons des croissances. Alors, les discours qu'on peut avoir sur la décroissance, l'approche que l'on peut avoir de la décroissance, on peut avoir une approche globale, c'est-à-dire dire globalement, il faut décroître. Des réflexions qui ont été faites là-dessus sont très nombreuses et notamment on peut penser à Serge Latouche, qui en économie est sûrement celui qui est un des plus connus en France pour avoir travaillé sur la décroissance. Serge Latouche dit réfléchissons à la décroissance, ne soyons pas non plus irréalistes, il faut faire un choix, il faut différencier la décroissance qui va concerner les pays riches et la décroissance qui va concerner les pays pauvres, puisque les pays pauvres, il faut quand même qu'ils se développent, et donc il faut qu'on ait une position un petit peu différente. Cette approche, finalement, c'est celle qu'on a déjà lors de dans certains contrats, dans certains traités environnementaux. Par exemple, dans les accords de Montréal de 1989 sur les CFC, on a demandé un très gros effort aux pays riches, tandis que les pays pauvres pouvaient continuer d'émettre pendant un certain temps les CFC. Sur les émissions, dans les quotas des gaz à effet de serre, dans les accords de Kyoto, c'est un petit peu la même chose. On demande aux pays riches de faire plus d'efforts qu'aux pays pauvres. Bien, ça c'est une approche globale. Alors il y a une autre approche qu'on peut avoir et qui est une approche que je qualifierais d'approche managériale, c'est la décroissance managériale. Alors, autant on parle beaucoup de la décroissance globale, autant sur la décroissance managériale, il y a une sorte d'omerta. On n'en parle pas, personne n'évoque le sujet. Pourtant, c'est important parce que si on veut parler décroissance, bien, il faut parler quand même d'économie. Et qui dit économie dit parlons de la cheville ouvrière du système économique. Et la cheville ouvrière du système économique, ce sont les entreprises. Donc, on ne peut pas faire l'impasse et ne pas se poser un moment la question de savoir comment les entreprises vont réagir. Et donc, c'est l'autre approche qu'on peut avoir. Donc, c'est de se dire, du point de vue de l'entreprise, comment l'entreprise peut-elle réagir dans un système de décroissance et également comment peut-on aider les entreprises à entrer dans la décroissance, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la décroissance dans l'absolu, pour l'entreprise, ça revient à un suicide, c'est-à-dire que je mets la clé sous la porte. Bien, donc il est assez difficile à la fois pour les salariés et pour les détenteurs de capitaux des entreprises de leur dire c'est bien, soyez écologistes et mettez la clé sous la porte. Donc, si on veut faire de la décroissance managériale, il va falloir réfléchir avec eux. Alors, dernière chose que je voudrais dire dans le cadre d'une réflexion et d'une approche sur la décroissance, c'est que cette décroissance ne se substitue pas finalement à de la croissance. C'est-à-dire que la décroissance, ce n'est pas de l'anti-croissance. Elle est à l'intérieur d'un système qui restera par certains côtés et par beaucoup de côtés croissant, qui continuera à faire de l'innovation. Et la décroissance n'est qu'un des éléments qui va essayer de répondre aux défis climatiques qui nous attendent.
Et j'irai même plus loin, je dirais que d'une certaine manière, cette décroissance, elle complète la croissance verte. Alors pourquoi complète-t-elle la croissance verte? Eh bien, parce que, on va le voir, la croissance verte, en fait, elle génère elle-même, si on va jusqu'au bout du raisonnement croissance verte, elle génère elle-même de la décroissance. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de la croissance verte? Alors, la croissance verte, en fait, il y a trois piliers dans la croissance verte. Il y a la fin de l'obsolescence programmée, il y a l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité. Alors, regardons un petit peu quand on va jusqu'au bout du raisonnement. Alors, quand je vous parle de ces trois éléments, c'est des éléments qu'on retrouve cités dans la loi, par exemple en France, donc la loi de 2015 sur la transition énergétique et l'économie verte. N'oublions pas qu'il y a économie verte aussi dans le titre de cette loi, qu'elle ne s'appelle pas seulement transition énergétique. Donc, fin de l'obsolescence programmée. C'est quoi fin de l'obsolescence programmée? C'est le fait que on va faire en sorte de ne pas réduire la durée de vie de certains biens. Et donc, certains biens qui avaient, par exemple, une durée de vie de 5 ans vont avoir maintenant une durée de vie de 10 ans. Si on va au bout de la logique, si on considère, par exemple, que nous avons un marché qui est relativement saturé et que nous sommes juste avec un renouvellement du matériel, renouvellement qui peut être accompagné, bien sûr, d'innovation, eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, on va avoir non pas un besoin de production de 100, mais seulement un besoin de production de 50% de ces 100, puisque la durée de vie va être multipliée par 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui font de l'obsolescence programmée, certaines d'entre elles, il va falloir dans ces secteurs-là qu'on licencie, qu'on fasse du chômage. Donc, il y aura bien de la décroissance. Économie de la fonctionnalité. Le problème est le même. L'économie de la fonctionnalité, ça consiste plutôt que d'être le propriétaire d'un bien, à être le locataire de ce bien, à mettre ces biens à disposition en location. Bon, je suis très simplificateur sur ces présentations. Et donc, par exemple, au lieu d'avoir une personne qui utilise un bien quelques fois dans l'année, on va avoir 4, 5 personnes qui vont utiliser ce bien. Résultat des courses, là aussi, puis on va avoir besoin de moins de produits et donc on va avoir une décroissance de la production concernant ce produit quand on est en économie de la fonctionnalité. Pour l'économie circulaire, les choses sont un peu plus compliquées, mais on en revient quand même au même résultat. L'économie circulaire, c'est quand même aussi essayer de faire des économies et ça peut aussi entraîner des problèmes de décroissance. Donc, voilà, là, j'ai un petit peu, disons, présenté et posé les questions que peut susciter finalement la décroissance. Alors, ayant parlé de la décroissance, maintenant, je vais effectivement aborder le problème donc de la comptabilité décroissante elle-même. Alors, quel est l'objet de cette comptabilité décroissante? Alors, elle a deux objets. Comme on vient de le voir, la décroissance va poser pas mal de problèmes aux entreprises. Bien. Et si on demande aux entreprises de tout résoudre par elles-mêmes, on n'aura pas un résultat correct. Donc, il faut une intervention de l'État. Et comment l'État et les entreprises vont-ils coopérer entre eux pour justement pouvoir vivre dans un monde où il y aurait de la décroissance? Eh bien, ils vont y arriver en dialoguant. Qui dit dialogue dit tout simplement, encore une fois, de l'information. Donc, première chose, la comptabilité décroissante ou la comptabilité qui va être utilisée dans le cadre de la décroissance, eh bien, devra servir d'outil de dialogue entre les entreprises et l'État, par exemple, pour que l'État donne des subventions aux entreprises. C'est un exemple parmi d'autres. Deuxième objet de cette comptabilité, mettre en place de la décroissance, une décroissance non plus considérée, comme je le disais tout à l'heure, comme une maladie, mais comme un remède. Ça suppose qu'on ait une vision économique et je dirais même politique très claire de la chose. Et donc, l'État va aussi avoir besoin d'informations spécifiques, des informations qu'on n'a pas
autrement. Alors, comment l'État va-t-il s'y prendre? Eh bien, lui aussi, ces informations, il va peut-être les chercher en partie dans la comptabilité privée, ce que lui auront donné les entreprises, mais également au niveau de la comptabilité nationale. Il utilisera des informations pour gérer, pour faire une politique économique intéressante, mais également pour communiquer, car ne l'oublions pas, on l'a dit tout à l'heure, mettre en place de la décroissance, ça va être très difficile psychologiquement. On voit très bien déjà les problèmes que pose l'actuelle gestion de la crise sanitaire, et il faut se dire que ce sera encore plus prégnant, plus violent, pourrait-on dire, d'une certaine manière, dans le cadre de la gestion d'une crise écologique. Alors, pour un petit peu maintenant expliquer comment on peut parler de comptabilité décroissante, je vais simplement prendre des exemples concrets. Alors, au niveau de la comptabilité privée, donc essentiellement produite par les entreprises, mais utilisable aussi par l'État, on va reparler des ratios de productivité et d'autre part de la notion de cash flow écologique. Alors le ratio de productivité, on est plus dans le contrôle de gestion, et quand on va parler de cash flow écologique, on se rapprochera davantage de la comptabilité financière. Et en comptabilité nationale, on se posera des questions liées à la notion de pouvoir d'achat et à la possibilité, justement, à travers des informations spécifiques, à la possibilité pour l'État de communiquer sur ce thème du pouvoir d'achat. Parce que n'oublions pas, de la décroissance, c'est potentiellement de la diminution de pouvoir d'achat pour les gens. Alors, parlons tout d'abord donc de la comptabilité privée décroissante, et commençons par les ratios de productivité. Alors, petit rappel, donc le ratio de productivité qui est le plus utilisé normalement, c'est le ratio valeur ajoutée sur effectif. Alors, c'est un ratio qui est un ratio de productivité de la main-d'œuvre ou de productivité du travail. Il est incomplet, mais il a un avantage pour des analystes financiers ou des gens donc, qui n'ont d'informations sur une entreprise que des informations externes, c'est-à-dire les informations qui sont données par le bilan, le compte de résultats ou les annexes. C'est très facile de retrouver la valeur ajoutée et d'avoir les effectifs, et donc de faire ce ratio. Mais ce ratio, finalement, quand on se place d'un point de vue écologique, il est insuffisant. Les ratios qui nous intéressent d'un point de vue écologique, ce seraient plutôt des ratios du style emploi sur consommation d'intrants ou production sur consommation d'intrants, ces intrants étant les matières premières et l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir quelle est la productivité finalement par rapport aux matières premières et à l'énergie. Et ça, c'est très écologique, parce que si effectivement, pour faire un même produit, on a besoin de moins d'énergie et de moins de matières premières, ben, on protège la planète. Alors ces informations, ben, elles sont très connues, elles sont par les contrôleurs de gestion en interne. Hein. Tout le monde, toute personne qui a appris les bases de la comptabilité analytique, quand on fait un petit peu des calculs d'écart, hein, bon, il y a effectivement les écarts sur main-d'œuvre, hein, mais il y a aussi les écarts sur matières premières, hein, avec des écarts en quantité et en prix. Et donc, on a ce genre d'analyse, ce genre d'éléments qui est pris en compte. Que maintenant, ces informations qui sont en interne soient données en externe, à mon avis, ne pose pas de problème majeur aux entreprises, et donc on pourrait déjà imaginer des ratios plus pertinents écologiquement et qui orienteraient mieux les gens sur la politique finalement écologique de l'entreprise. Mais tant qu'on est là, on n'est pas encore dans la décroissance elle-même. Maintenant, on peut penser à ce que seraient des ratios décroissants. Alors, revenons, puisqu'on parle de décroissance, revenons à nos fameux 3 piliers décroissants, pourrait-on dire, de l'économie verte: la fin de l'obsolescence programmée, l'économie de la fonctionnalité et l'économie circulaire. Alors, la fin de l'obsolescence programmée,
pourrait aboutir à un ratio du style durée de vie de la production sur la consommation d'intrants. L'économie de la fonctionnalité pourrait aboutir à un ratio production que multiplie taux d'utilisation sur la consommation d'intrants, et l'économie circulaire pourrait aboutir à production sur consommation d'intrants révisés. Donc, voyons un petit peu ce qu'il en est de ces trois ratios. Alors, comment calculer la durée de vie de la production? Alors, qu'est-ce que ça veut dire calculer la durée de vie de la production? Ben, c'est tout simplement mettre en évidence le fait que quand on a un bien produit et qui a une durée de vie de 5 ans, il n'a pas finalement la même valeur, pourrait-on dire, écologique et décroissante qu'un bien produit et qui a une durée de vie potentielle de 10 ans. Donc, il faudrait trouver des systèmes permettant de savoir à peu près ce qu'il en est. Alors, on peut imaginer, pour calculer ces durées de vie de production, que les entreprises soient aidées par des logiciels, un peu comme lorsqu'on fait un bilan carbone. Lorsqu'une entreprise fait un bilan carbone, si elle veut savoir quel est le coût en carbone d'un transport en train ou en avion ou en bateau, l'entreprise ne va pas à chaque fois refaire des calculs par elle-même. Le logiciel lui indique, ce sont des standards, avec bien sûr tous les inconvénients des standards, c'est une moyenne, bon. Mais on pourrait imaginer donc la création de standards qui permettraient de faire ces premiers calculs. Même chose pour l'économie de la fonctionnalité. Il est parfois difficile pour l'entreprise qui produit le produit, non pas l'entreprise qui loue le produit. Il est parfois difficile de savoir quel est le taux d'utilisation de sa production. Donc là aussi, on pourrait imaginer un recours à des standards et des standards préétablis par des instances extérieures, tout comme l'ADEME l'a fait pour le bilan carbone. Dernier élément, l'économie circulaire. Alors cette fois-ci, c'est plus au numérateur, mais au dénominateur qu'il faut avoir une réflexion, qu'il faut élargir finalement son champ d'interprétation, son champ d'investigation, disons, et c'est sur les consommations d'intrants révisés. C'est-à-dire que là, selon que l'on consomme de la matière première directement extrait de la terre ou qu'on consomme du produit recyclé, selon qu'on consomme tel ou tel type d'énergie, là aussi, il faudrait trouver. Je vous avoue que je n'ai pas la solution là au niveau des calculs, mais il faudrait effectivement trouver des systèmes permettant de différencier une production qui est faite à partir de biens recyclés, par exemple, et à partir de biens non recyclés. Donc, voilà ce qu'on peut dire à propos donc de l'économie disons, de la productivité et donc de l'approche décroissante qu'on peut avoir de la productivité. Maintenant, revenons au deuxième cas. J'ai dit après cette approche qui est une approche qui est plus du contrôle de gestion, on peut aussi parler du cash flow écologique. Alors, dans quel contexte peut-on évoquer un cash flow écologique ? Eh bien, en fait, on l'a vu tout à l'heure, les entreprises qui sont en décroissance vont être des entreprises qui vont se retrouver en faillite. Si ces entreprises donc sont en faillite parce qu'elles ont fait de la décroissance, il est évident que ces entreprises ne vont pas le faire de gaieté de cœur. Donc, pour qu'elles puissent le faire, parce que n'oublions pas que la faillite écologique, bien souvent, elle va être imposée par une décision de l'État. Par exemple, l'État interdit telle ou telle production. Donc, on est un petit peu comme dans le cadre des faillites actuelles, c'est-à-dire qu'on aura effectivement, j'y reviendrai dans la conclusion, on aura des situations qui ressembleront étrangement à celles qu'on a actuellement. Un certain nombre de secteurs en ce moment sont en très grande difficulté. Pourquoi ? Parce que ils se retrouvent
interdit de travailler. Bon, de la même manière, on pourrait avoir donc des secteurs ou des entreprises qui se retrouveraient dans l'interdiction de travailler parce que leur activité est beaucoup trop nuisible à l'environnement. Mais pour que ce soit acceptable par les entreprises, il faut qu'il y ait une contrepartie. Alors la contrepartie, je dirais, elle peut concerner à la fois les salariés et à la fois les détenteurs du capital. Là, je reste dans un système, donc dans une économie de marché relativement traditionnelle, hein, volontairement. Je n'imagine pas simplement qu'on fait la révolution et que comme ça, on arrivera à la décroissance. Donc, j'essaye de rester assez pragmatique. Donc, outil de dialogue, le cash flow écologique. Cette fois-ci, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est indemniser. Alors, si on prend tout d'abord l'indemnisation des détenteurs du capital. Cette fois-ci, comment les indemniser? Eh bien, on peut penser, hein, en se disant, bon, on ne part pas de zéro, on peut penser à ce qui s'est fait dans les nationalisations. Finalement, dans les nationalisations, on a dit aux détenteurs d'actions, bon, ben, vous allez partir, on va reprendre vos actions. Et sur quelle base a-t-on acheté ces actions? On a acheté ces actions en faisant des calculs qui étaient avant tout donc des calculs fondés sur des cash flows de profits futurs dont on empêchait les actionnaires de bénéficier. Eh bien, de la même manière, ici, il faudra en fait rémunérer les actionnaires pour les coûts futurs écologiques qui sont effectivement évités. Et donc, ce calcul, cette fois-ci, ne se fera pas sur des profits futurs, mais sur des économies futures. Voilà pour donc le cash flow écologique. Alors, à partir de ce cash flow écologique, donc, il sera possible de dialoguer et peut-être donc de faire accepter par les détenteurs du capital un certain nombre de choses, et là, on peut effectivement s'inspirer des nationalisations. Maintenant, parlons des salariés. Le problème des salariés, c'est que les salariés vont se retrouver, eux, au chômage. Alors, ils auront bien sûr l'indemnité, mais ce n'est pas extraordinaire. Et surtout, il faut bien voir qu'ils seront quand même dans une situation assez gênante, c'est vrai également pour les propriétaires du capital, c'est-à-dire qu'on va se retrouver un peu dans la situation du passager clandestin. Alors, je vous rappelle que le passager clandestin, c'est celui qui profite des autres, hein, donc, mais qui n'a rien à payer. Mais là, dans ce cadre écologique, le principe du passager clandestin va être un tout petit peu différent, il va être pire, je dirais, que le cas classique. En effet, si une entreprise fait faillite, entre guillemets, fait une faillite écologique, ça va être pour le bien de tous, pour le bien de la communauté. C'est-à-dire que tout le monde va être en mesure, va être en possibilité de bénéficier d'un environnement meilleur. Mais ces gens, tout le monde en profite, mais finalement, les seuls qui payent, ce sont les entreprises à travers leurs salariés et à travers les propriétaires du capital. Le résultat, bien entendu, c'est que dans ce cas-là, on peut dire d'une certaine manière que tout le monde en bénéficie, donc il y a beaucoup de passagers clandestins, mais là où c'est plus grave, c'est que ceux qui finalement ont payé le billet pour faire le voyage, ceux donc qui ont fait finalement des progrès en matière de protection de l'environnement, ben ceux-là, ils ne vont même pas avoir le privilège de pouvoir arriver à bon port puisqu'ils vont se retrouver au chômage pour ce qui est des salariés. Donc, quelle solution trouver pour les salariés? Est-ce que, par exemple, on devrait considérer que des salariés au chômage pour raisons écologiques devraient avoir un traitement différent du salarié qui est au chômage pour d'autres raisons économiques traditionnelles? Alors, par rapport à ça, pour lancer une réflexion, on peut cette fois-ci non pas s'inspirer des
nationalisations, mais des privatisations. Et on peut penser par exemple au cas français des privatisations qui ont eu lieu en 1986. En effet, les salariés qui étaient dans les entreprises nationalisées, le fait que ces entreprises soient privatisées comportait un certain risque potentiel. Le risque était le suivant, c'est qu'ils risquaient davantage le licenciement que dans une entreprise nationalisée, les entreprises privées étant moins regardantes, c'est tout du moins comme ça qu'on voyait les choses. Donc, pour faire en quelque sorte passer la pilule de la privatisation auprès des salariés des entreprises nationalisées, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a proposé, par exemple, de participer, d'acheter des actions, donc du capital de leur société qui devenait privatisée, mais on leur a proposé ça à des conditions extrêmement avantageuses, prix de départ moins élevé, conditions de financement très libres, etc. Donc, cela veut dire que pour les salariés qui achetaient ces actions, eh bien, il y avait donc la possibilité, finalement, quelques années plus tard, de pouvoir faire une plus-value potentielle non négligeable. Donc, en fait, on leur disait, d'accord, on va privatiser, mais on vous donne une petite prime. Donc, on pourrait imaginer, là aussi, alors là, c'était pour un risque potentiel, et dans le cadre écologique, là, par contre, puisque les gens sont déjà salariés, ce sera pour un risque réel. Mais donc, voilà un petit peu comment on peut aussi réfléchir donc à une approche un petit peu différente, donc à travers la comptabilité financière, donc de gestion de ces faillites écologiques. Alors voilà donc quelques exemples, 2 exemples que j'ai donnés donc de réflexion qu'on peut avoir sur ce que pourrait être une comptabilité privée décroissante dans le cadre donc d'une décroissance qui serait quand même assez large et pas seulement fortuite. Passons maintenant à la comptabilité nationale. Alors, pour comprendre les enjeux de la comptabilité nationale, on va déjà voir ce qui se passe en fait à propos de l'économie verte. Je reviens toujours sur l'économie verte. Tout à l'heure, à propos de l'économie verte, j'ai expliqué qu'elle pouvait déboucher sur la décroissance. Mais vous allez me dire, d'accord, sur des cas ponctuels, elle débouche sur la décroissance. Mais est-ce que globalement, elle n'a pas quand même des effets extrêmement positifs? Ne voit-on pas écrit partout que les emplois verts vont augmenter globalement les emplois? Alors, c'est vrai, en France, on dit à peu près 800 000 emplois. Le solde entre les emplois détruits et les emplois créés va être un solde positif de 800 000 emplois en 2050, et au niveau du monde, on parle de millions donc d'emplois qui vont être créés. Mais regardons d'un petit peu plus près ce qu'il en est de cette création d'emplois. Alors là, je reprends une étude qui avait été faite donc par le laboratoire, le CIRED, qui avait été faite donc à la demande de l'association Négawatt. Donc sur ce tableau, vous voyez, là c'est jusqu'en 2030, on a un effet net sur l'emploi qui est de 632 000, c'est-à-dire que là on prévoit une augmentation finalement de 632 000 emplois. Regardons maintenant en détail, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez des secteurs où il y a des créations d'emplois extrêmement importants, on ne va pas être surpris, c'est les énergies renouvelables, la rénovation du bâtiment, les transports en commun, donc des choses, on s'y attend, qui vont être a priori plus écologiques. Et puis, vous avez des secteurs, bien sûr, qui vont décliner. Si on fait plus d'énergie renouvelable, on aura moins besoin d'énergie carbonée, et on voit par exemple que les énergies non renouvelables diminuent. Même chose, moins de création de bâtiments neufs puisqu'on fait davantage de rénovation, etc. Bien. Le solde donc des plus et des moins, comme je le disais, nous donne 632 000 emplois nets. Alors pourquoi y a-t-il un solde positif de cette manière-là?
Eh bien, tout simplement parce que entre les branches qui sont en croissance et les branches qui sont en déclin, le nombre d'emplois que l'on crée pour une même somme d'argent, en l'occurrence, là, la base de calcul était 1 million d'euros, donc le nombre d'emplois qui sont créés n'est pas le même. Vous voyez très bien que, en fait, dans les entreprises, enfin, dans les secteurs qui sont en croissance, le nombre d'emplois est généralement plus important, hein, on est entre 16 et 12,5, que dans les entreprises qui sont en décroissance, puisqu'on va descendre jusqu'à 2,5. Alors, très bien, ça explique, ça justifie le fait qu'effectivement, on a une augmentation du nombre d'emplois. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que les emplois qui sont créés, quand on crée 16 emplois avec à la base 1 million d'euros, et que d'un autre côté, on crée 4 emplois avec à la base 1 million d'euros, il y a de fortes chances pour que les rémunérations soient moins élevées quand on a 4 pour 1 million d'euros que quand on a 16 pour 1 million d'euros. Et je justifie cela quand je regarde finalement quels sont les salaires moyens mensuels dans un certain nombre de branches. Alors là, j'ai repris un rapport de la DARES, et on voit par exemple que justement notre fameux secteur carboné, celui de la production, de la distribution d'électricité et de gaz actuel, le salaire moyen mensuel, il est de 4 300 euros. Par contre, dans les productions considérées comme plus écologiques, comme la distribution d'eau, déchets, pollution, on voit que le salaire n'est plus que de 2 879 euros. Et cela, pourrait se vérifier dans d'autres cas. Donc, en clair, ça veut dire qu'effectivement, on crée des emplois simplement en réduisant les salaires des gens aussi. Alors, il va être quand même assez difficile d'expliquer à des gens qui ont fait de la faillite écologique, bien, donc vous avez contribué au bien-être de tous, vous êtes au chômage, maintenant on va vous demander de vous recycler ailleurs, donc vous allez vous former. Pourquoi ? Pour gagner moins. Bon, c'est assez difficile actuellement de faire passer ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire à terme. Donc ça veut dire que là, l'État il va avoir un sacré problème de communication dans le cadre de la décroissance. Alors, il va notamment avoir un problème de communication sur le pouvoir d'achat. Et finalement, le pouvoir d'achat, c'est qu'est-ce qu'on peut acheter avec un certain salaire. D'accord ? Mais quand on veut communiquer sur le pouvoir d'achat, il faut s'entendre aussi sur ce que signifie le pouvoir d'achat. Alors là aussi, je n'entends pas donner une réponse totale aux questions que je viens de susciter en montrant cet exemple donc, des salaires qui diminuent, mais je vais juste rappeler une chose avec l'obsolescence programmée. Je vais donner un exemple avec l'obsolescence programmée. Finalement, quand vous achetez un bien qui a une valeur non plus de 5 ans, mais qui a une durée de vie de 10 ans, votre pouvoir d'achat, il augmente implicitement, même si vous ne payez pas plus cher, hein, puisqu'en fait, vous allez faire des économies. C'est d'ailleurs un petit peu l'argument des gens de la croissance verte qui disent, de toute façon, comme les gens vont dépenser moins, l'argent qu'ils auront économisé, ils vont la redépenser ailleurs et on va relancer l'économie. Le problème, c'est que, effectivement, dès qu'on parle de croissance, il faut bien être conscient que ça veut dire qu'à la clé, pour créer de la croissance, on crée systématiquement donc de la consommation d'énergie et des émissions de CO2 et des consommations de matières premières. Donc, de toute façon, on ne peut pas, si on considère qu'il y a un problème de finitude de la planète, on ne peut pas faire ce genre de raisonnement, c'est là la différence avec la croissance verte, et se dire à un moment, non, il y a un butoir, il y a une limite, c'est les limites de notre planète. Elle n'est pas extensible, autrement on est dans l'injonction paradoxale, pourrait-on dire, faire une croissance infinie dans un monde fini. Bien. Alors, voyons un petit peu qu'est-ce que pourrait faire finalement, de quoi pourrait disposer l'État pour avoir un meilleur outil de communication
en matière de décroissance. Alors, je vais prendre un exemple. Donc, l'exemple est le suivant. Vous avez une activité donc, dans laquelle donc, vous avez, là je prends l'exemple avec une entreprise, vous avez donc une entreprise, ou un secteur, on va dire, qui travaille et donc qui a des ventes qui représentent, on va dire, 500 000 euros, avec un compte d'exploitation extrêmement simplifié, les chiffres étant plus ou moins farfelus, peu importe pour les chiffres. L'idée est donc de comprendre le principe. Et bien entendu, donc, dans le cadre de l'obsolescence programmée, on va avoir une multiplication par 2 donc, de la durée de vie du produit. Cela veut dire qu'à terme, au bout d'un certain nombre d'années, le compte de résultat qu'on avait, le premier compte de résultat avec des ventes de 500, va devenir un compte de résultat avec des ventes de 250. Et de l'autre côté, bien sûr, vous allez avoir aussi du côté des charges et des résultats des choses différentes. Alors là aussi, j'étais outrageusement, pourrait-on dire, simplificateur, puisque je me suis contenté de diviser par 2 toutes les charges et le résultat. Je suis bien conscient que dans la réalité, ce ne sera pas ça, ne serait-ce qu'à cause de l'existence de charges fixes et de charges variables. Mais admettons le principe. Donc, vous avez une activité qui tombe à 250 de vente. Tout cela, donc c'est l'entreprise qui l'a, mais l'entreprise, finalement, donc, elle est obligée de faire des licenciements et elle ne bénéficie pas, finalement, je dirais, elle ne bénéficie pas d'avantages particuliers. Au contraire, pour l'instant, donc, elle va être perdante. Alors, pour qu'elle puisse obtenir de l'État une certaine compensation pour finalement sa contribution finalement à l'intérêt général, hein, puisque tout le monde va profiter de ces faillites écologiques ou de ces réductions d'activité écologique, il faut qu'elle puisse donner des informations et disposer d'informations. Alors en fait, les informations qu'elle pourrait avoir, c'est soit données dans une présentation hors bilan, quand on est dans une comptabilité classique, et en hors bilan, donner 2 informations. La première, de dire le chiffre d'affaires, en fait, est passé pour des raisons écologiques de 500 000, puisque là on est en millions disons de 500 millions d'euros, hein, peu importe, hein, disons il est passé de 500 à 250, et de l'autre, d'indiquer également qu'il y a la valeur ajoutée qui a été diminuée de 165. Alors cette présentation, elle peut être aussi légèrement différente, on peut aussi avoir une autre présentation, admettons que ce soit au bout de 5 ans, donc qu'on soit tombé de 500 à 250, on pourra avoir une présentation de la comptabilité privée avec donc inscription d'un gain environnemental de 165 en crédit et d'un résultat environnemental dans les débits de 165. En gros, on ne change rien à la comptabilité, à la présentation, on en rajoute quelque chose. Vous allez me dire, oui, mais tout ça n'est pas très orthodoxe par rapport à ce qui se fait. Oui et non. C'est vrai que ce n'est pas très orthodoxe, mais c'est vrai aussi que cela s'est déjà fait. Dans les années 80-90, vous aviez la société Migros ou la société PSO Origin. L'une donc était une société, une coopérative de distribution de produits alimentaires et l'autre était une société informatique. Donc ces 2 sociétés ont fait une présentation de ce qu'ils appelaient à l'époque la valeur ajoutée négative. C'est-à-dire que la valeur ajoutée négative, c'était le fait que quand on calcule finalement notre activité, on oublie complètement toutes les destructions du patrimoine naturel. Donc on essayait de calculer combien de patrimoine naturel on détruisait, et cela venait en moins dans le compte de résultat, et donc il faisait une présentation de compte de résultat assez semblable à celle que vous avez là, simplement au lieu d'avoir un gain environnemental et un résultat environnemental, ici cette fois-ci on avait non pas un gain, hein, je dirais, mais une perte environnementale puisque c'était de la valeur ajoutée négative. Mais vous voyez donc que dans l'absolu, au niveau de la présentation, ça ne pose pas de problème particulier. Donc voilà ce qui peut se passer au niveau de l'entreprise privée, donc qui va disposer, qui va donner les informations nécessaires pour
discuter avec l'État. Alors maintenant, passons à l'État et à la comptabilité nationale. Au niveau de la comptabilité nationale, petit rappel, quand on regarde le tableau de l'emploi-ressources, il se présente sous la forme d'une équation relativement simple. Production nationale plus importation égale consommation finale plus exportation plus le FBCF, c'est-à-dire la formation brute de capital fixe. Bien. Imaginons donc comment en comptabilité nationale va se traduire finalement donc cette équation. Alors, on va imaginer 4 situations différentes. Excusez-moi, je suis en train de chercher mes pages parce que comme je n'ai pas de repères en bas et je n'ai pas appris tous les chiffres par cœur, voilà. Donc, nous avons 4 situations possibles. Alors, première situation, situation initiale, vous voyez, l'équilibre de la fameuse équation va se faire de la manière suivante. 100 000 de production nationale plus 20 000 d'apportation, a comme contrepartie, disons, 90 000 de consommation finale, 20 000 d'exportation, par exemple, et 10 000 d'investissement en formation brute de capital fixe. Ça, c'est la situation initiale. Imaginons donc maintenant qu'on a notre fameux secteur, nos fameuses entreprises qui ont fait de la fin de l'obsolescence programmée, et donc on a vu que le chiffre d'affaires était passé de 500 à 250 et leur valeur ajoutée à 165. Alors là, quand on est dans la comptabilité nationale, cette production nationale, c'est la somme de valeur ajoutée, ce n'est pas la somme de chiffre d'affaires. Mais effectivement, pour l'entreprise qui est en bout de course, le chiffre d'affaires, c'est 250 et la valeur ajoutée, c'est 165. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même toutes les consommations intermédiaires avant qui contiennent de la valeur ajoutée. Donc, finalement, on a quand même 250 de valeur ajoutée en moins. Bien. Alors, dans la première situation, donc, où nous avons effectivement une activité qui est une activité, par exemple, purement nationale, toutes les entreprises qui concourent finalement à la fin de l'obsolescence programmée sont des entreprises nationales, on va se retrouver avec la situation suivante. Donc, notre production nationale, au lieu d'être 200 000, n'est plus que 99 750, puisqu'il y a 250 en moins de valeur ajoutée. Et de l'autre côté, donc, on a une consommation finale également qui est diminuée de 250. Comment pourrait-on mettre en évidence l'information particulière spécifique? En rajoutant 250 potentiellement à la production nationale et 250 de l'autre côté, du côté des investissements. Alors pourquoi du côté des investissements? Alors c'est là justement qu'il faut bien voir la nouveauté, c'est qu'à côté de la formation brute de capital fixe, il y aurait une sorte de troisième objet à créer du point de vue de la comptabilité nationale. Je m'explique. Actuellement, la comptabilité nationale, donc, considère, fait des calculs, finalement, les calculs de croissance et des calculs de flux, beaucoup plus que de stock. Et la seule chose dont on va tenir compte, en quelque sorte, au niveau de stock, pourrait-on dire, c'est la formation brute de capital fixe. Alors, je vous rappelle donc la définition de la formation brute de capital fixe, c'est des actifs corporels ou incorporels issus de production, de processus de production, et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant au moins 1 an. Bien, cette définition, elle est claire, mais de facto, elle exclut finalement de mettre en évidence les effets de la fin de l'obsolescence programmée. Comme je disais, la particularité, donc, c'est qu'en comptabilité nationale, actuellement, donc, on tient compte avant tout de flux, mais il y a effectivement potentiellement une notion de stock avec la formation brute de capital fixe. Bien. L'inconvénient de ce genre de choses, donc, c'est que de l'obsolescence programmée qui revient finalement à
utiliser des biens pendant une durée longue n'apparaît absolument pas en comptabilité nationale, puisque généralement des biens à usage domestique, par exemple, à usage personnel, donc qui ne rentrent pas dans le processus de production, n'apparaissent pas de manière particulière dans la comptabilité nationale. Donc il faudrait sans doute créer une sorte de troisième objet qui serait à mi-chemin entre le flux traditionnel et l'investissement et la FBCF. Bien, alors, voyons donc comment les choses pourraient se présenter dans ce cas-là. Eh bien, si on avait cette espèce de troisième objet qui apparaissait, bon, vous voyez, vous avez une situation initiale, donc, comme je disais tout à l'heure, production nationale, importation et de l'autre côté, consommation finale, exportation et formation brute de capital fixe, plus éventuellement ce troisième objet. Et puis, donc dans la situation 1, si on imagine, pour montrer un petit peu comment on pourrait articuler ce genre de choses, dans la situation 1, vous avez donc une production nationale qui cette fois-ci a baissé de 250, mais donc ce qu'il faudrait faire, c'est mettre dans une case un peu spéciale les 250 potentiels finalement de production supplémentaire, puisque on évite de produire, mais aussi on a un bien qui va avoir une durée de vie, donc qui va être un stock potentiel plus long. Donc on met pour une valeur de 250 cet élément, et de l'autre côté, dans une case de troisième objet en quelque sorte, on met ces 250. Dans la deuxième situation, on considère cette fois-ci que tout ce qui concourt à la production de ces biens-là n'est pas national, mais qu'il y a 30 qui vient de l'extérieur. Dans ce cas-là, donc, il faudrait avoir une présentation légèrement différente, c'est-à-dire que la production nationale, de toute façon, elle, dans ce cas-là, elle ne serait pas diminuée de 250, mais seulement de 220. Les importations seraient diminuées de 30, donc pour arriver à nos 250, et de l'autre côté, on aurait une consommation finale de 30 et un troisième objet de 220. Dans le cadre de la situation 3, on considère cette fois-ci que donc, la production de 500, elle est complètement délocalisée et sans fin de l'obsolescence programmée. Donc, aucune information à donner. Dans la situation 4, on a une production de 500 qui est délocalisée, mais qui est accompagnée de la fin de l'obsolescence programmée. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, les 250 devraient s'inscrire dans les importations. Et là, j'ai oublié de rajouter, il faudrait rajouter les 250 dans la consommation finale. Alors, bien entendu, cette présentation-là, c'est une présentation extrêmement simpliste. Et autant, bon, en comptabilité privée pure, je n'ai pas trop d'état d'âme pour affirmer mes positions. Autant là, on est en comptabilité nationale. Je ne suis pas un spécialiste de la comptabilité nationale. Donc, ce que j'ai fait, c'est une petite ouverture, mais qui est sans doute très critiquable. Ceci dit, je fais confiance aux comptables nationaux qui déjà se sont beaucoup intéressés aux problèmes d'environnement. Je pense notamment, par exemple, à la mise en place du concept d'épargne nette ajustée. Pour information ou pour rappel, le concept d'épargne nette ajustée, qui est utilisé notamment par la Banque mondiale, c'est un calcul où vous avez production moins consommation plus variation du capital humain, moins diminution des stocks énergétiques minerais forêts, moins coût de CO2 émis. Donc on ne peut pas dire autre chose que de dire que effectivement les aspects écologiques sont pris en compte, ne sont pas pris en compte dans ce document. Donc voilà pour cette présentation. Alors, je vais en arriver à la conclusion. Alors, à propos de la conclusion, donc, je voudrais insister sur 4 points. Le premier, on reproche souvent aux gens qui font de la décroissance d'être des nantis. On dit
On me dit, ben oui, mais bon, si vous étiez avec des minima, avec des revenus qui sont les minima sociaux ou le SMIC, vous seriez peut-être moins un adepte de la décroissance et vous le seriez sans doute encore moins si vous étiez dans certaines régions du monde où les gens ont faim d'abord. Alors, c'est vrai, mais je voudrais quand même préciser une chose, c'est que si on ne se pose pas la question de la décroissance, elle va venir toute seule automatiquement avec une catastrophe écologique. Alors, je vais donner un exemple. Bon, on sait par exemple que actuellement, il y a une montée des eaux. Et on voit très bien que cela va se traduire. On a déjà fait un peu les évolutions au niveau de l'évolution climatique. On a fait les calculs. On a à peu près 200 à 250 millions de réfugiés climatiques qui vont arriver. Bon, ben pour ces gens-là, ce sera de la décroissance pure et simple. Mais un autre exemple, c'est décroissance de certains rendements. Actuellement, on a commencé à constater que dans des deltas comme le delta du Nil ou même la Camargue, la montée des eaux peut avoir des effets qu'on n'avait pas avant prévus. Lesquels? Eh bien, tout simplement, il y a une salinité plus importante qui traverse finalement, il y a une pression faite avec la montée des eaux qui fait qu'il y a une certaine salinité qui arrive dans ces deltas et de ce fait, les cultures de ces deltas eh bien, baissent en rendement. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Si nous ne faisons rien, à un moment ou à un autre, nous aurons de toute façon de la décroissance. Donc, il vaut mieux la prendre en main soi-même, la prévoir plutôt que l'inverse. Deuxième chose, donc, cette décroissance, là que j'ai vue sous un angle purement comptable, doit faire l'objet de réflexions beaucoup plus larges et notamment, bon, comme je l'ai dit, il doit y avoir une politique économique qui l'accompagne et notamment une politique monétaire. Et là aussi, on pourra avoir une réflexion, par exemple, sur les fameux taux d'intérêt négatifs. Actuellement, tout le monde s'inquiète des taux d'intérêt négatifs qui, finalement, sont la porte ouverte à des investissements plus ou moins hasardeux, car peu risqués. Bien. Et on voit ça simplement d'un côté négatif. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est vrai, il y a tous ces risques, mais d'un autre côté, c'est une expérience intéressante qu'il faut regarder parce que si on fait de la décroissance, si on va, on le veuille ou non, vers une croissance globale proche de zéro, voire légèrement négative, on ne pourra plus avoir le même raisonnement au niveau des taux d'intérêt. Peut-être que dans ce cas-là, il faudra penser, plutôt que taux d'intérêt composé, taux d'intérêt simple ou voire taux d'intérêt négatif. Donc, il faut avoir un champ de réflexion plus large. Là, c'est une idée que je lance, mais je sais qu'elle est très difficile maintenant à mettre en place. Alors, tout à l'heure, par deux fois, j'ai parlé de similitudes avec la crise sanitaire. Alors, je voudrais montrer effectivement les similitudes, et c'est important parce qu'en étudiant ce qui se passe actuellement dans le cadre de la crise sanitaire, on peut trouver des éléments pour comprendre finalement comment on devrait plus ou moins gérer ou comment on aura à gérer une crise climatique très importante. Alors, première chose, donc tout d'abord, il faut assurer l'échange. On l'a actuellement, hein, le fait qu'on ait versé de l'argent, qu'on n'ait pas eu peur donc de verser de l'argent aux gens, a permis que finalement, pour prendre le cas de la France, la baisse du PIB, la baisse de 8 à 9% ne soit pas une baisse de 15 ou 16%. Donc on aura le même problème qui va se poser dans un cadre, il va falloir assurer un certain nombre d'échanges. Parce que n'oublions pas que parfois le travail lui-même n'est pas utile, ce sera un peu le problème qu'il y aura dans certains cas environnementaux, mais il faut donner aux gens les moyens de consommer. Donc il y aura assurer l'échange. Deuxième chose, il va falloir ne pas hésiter à financer de manière hétérodoxe. Actuellement, on l'a bien vu, hein, les classiques qui étaient déjà peu respectés, mais par exemple pour l'Europe, le 3% de déficit budgétaire ou le 60% d'endettement public, maintenant c'est quelque chose qu'on a complètement oublié et qui a complètement explosé.
hiérarchie des salaires. Dans le cadre de la crise sanitaire, on s'est quand même posé des questions sur les petits emplois qui finalement méritaient peut-être une meilleure rémunération. Alors, il y a eu, disons, quelques petits... il y a eu le principe, et puis après, il y a eu quelques petites choses qui se sont faites timidement, hein, notamment donc, dans le secteur de la santé. Cette hiérarchie des salaires, elle peut être aussi remise en cause dans le cadre d'une activité donc écologique, d'une crise écologique, dans la mesure où les gens qui ont des salaires liés à des activités extrêmement préjudiciables à l'environnement ne mériteront plus, entre guillemets, peut-être de tels salaires. Donc là aussi, il y aura quelque chose à revoir. Les secteurs qui sont touchés, actuellement, on le voit bien, c'est de manière aléatoire et c'est tout à fait injuste. Et on comprend tout à fait que dans certains secteurs, les gens supportent très mal d'être privés de travail et dans l'interdiction de travailler. On aura un petit peu les mêmes choses, les mêmes sentiments, donc, dans le cadre de la crise économique. Les marchés financiers, actuellement, on ne peut pas dire que ce soit eux qui contribuent à régler la crise. Hein, ils sont juste en attente, en se disant est-ce qu'on peut faire des profits particuliers. Donc, il ne faudra pas compter sur eux. Ce n'est pas là-dessus que va se résoudre, pas avec eux que va se résoudre le problème. Maintenant, on a des contraintes de comportement et on va avoir des réactions sociales. Là aussi, il y aura des contraintes qui ne seront pas les mêmes. Je veux dire, le confinement n'existera pas, bien entendu, mais on va peut-être réduire les possibilités, par exemple, d'aller tous les jours à l'autre bout du monde, le voyage en avion. Est-ce qu'il y aura des contraintes ou pas? Et il faudra voir quelles vont être les réactions sociales. Le rôle de l'État, actuellement, on le voit bien, il n'y a pas besoin d'en parler. Et tout au long de mon exposé, finalement, on a bien vu que derrière, à chaque fois qu'on parle de décroissance, il y a un moment, l'État qui doit intervenir. Donc l'État, lui aussi, va être renforcé. Et bien entendu, il y a aussi des interrogations sur la mondialisation. Alors actuellement, on parle donc de relocalisation de certaines activités. Et dans le cadre de la crise climatique ou de la crise écologique, on pourrait aussi, au nom donc d'une réduction des émissions, demander aussi à ce qu'il y ait une relocalisation pour des raisons donc environnementales. Donc, ça, c'est un autre point important, c'est de voir qu'il y a une similitude entre les deux crises et qu'en étudiant bien, en voyant bien tout ce qui se passe, notamment du point de vue financier sur les crises, cela va nous aider. Et enfin, là, il y a un petit souci. Bernard, je me permets juste du coup de dire c'est la fin. Run out of time. Bon, je m'arrêtais là alors. Ok. Non, c'était pas pour empêcher la conclusion, c'était simplement pour. Non. Et bon, alors je vais dire simplement, c'est une idée qui fait son chemin, comme il y a là dans la conclusion, et on s'arrêtera là. Ok.